Pour Antoine, cette soirée devait être son triomphe, et sa maîtresse le prit affiché pour humilier la femme dont il ne voulait plus. Il ignorait encore que dans cette même salle de réception, Hélène s'apprêtait à lui infliger une leçon magistrale sur le pouvoir, sans prononcer la moindre parole. La salle de bal scintillait sous le poids des lustres en cristal. Antoine fit son entrée avec Chloé à son bras, un sourire arrogant dessiné sur ses lèvres. Il avançait lentement, s'imprégnant des regards et des chuchotements qui se propageaient comme une traînée de poudre. Chloé, de son côté, relevait le menton, savourant la controverse que sa présence provoquait. Pour eux, ces regards de pitié et de réprobation étaient la consécration de leur statut, de leur audace. Antoine chercha sa femme du regard, s'attendant à la trouver recroquevillée dans un coin, mais il ne la vit nulle part. C'est alors qu'un rire cristallin, un rire qu'il n'avait pas entendu depuis des années, fendit le murmure du salon. De l'autre côté, près du balcon, se tenait Hélène. Elle ne pleurait pas, elle ne se cachait pas. Elle était éblouissante dans une robe bleue, et à ses côtés, un homme nommé Mathieu la contemplait avec une admiration qu'Antoine n'avait jamais connue. Et elle souriait, un sourire authentique, lumineux, qui le frappa de plein fouet, vidant ses poumons de tout leur air. Le sourire d'Antoine s'effaça, remplacé par un masque de fureur glaciale. Sa main serra le bras de Chloé avec une force qui la fit tressaillir. Sans quitter Hélène des yeux, il siffla d'une voix coupante qu'elle seule pouvait entendre. « Ne t'éloigne pas de moi !» Le choc s'était mué en venin. Cette soirée ne se déroulerait pas comme il l'avait prévu. Ce serait une guerre, ce son, le rire d'Hélène. C'était le même qui l'avait fait tomber amoureux d'elle des années plus tôt dans une petite galerie d'art. Le regard d'Antoine se perdit dans le temps et le salon bruyant s'évanouit pour laisser place à un souvenir vivace. Il la revit, plus jeune, les yeux étincelants de passion, tandis qu'elle expliquait les coups de pinceau d'un tableau à un groupe de personnes. Elle ne parlait pas de peinture, elle parlait d'âme, de la manière dont un artiste pouvait capturer la vérité du monde sur une toile. Lui, qui achetait tout, fut fasciné par cette passion qui n'avait pas de prix. Cette nuit-là, il lui avait promis le monde. « Jamais je ne laisserai cette flamme s'éteindre en toi », avait-il murmuré en lui prenant le visage entre ses mains. « Tu es mon chef-d'œuvre, le plus précieux. » Mais les promesses d'Antoine étaient comme des sculptures de glace, parfaites un instant, mais destinées à fondre sous la chaleur de son ego. La passion céda la place à la possession. Les compliments devinrent des critiques voilées sur sa façon de se comporter, de s'habiller, sur les gens à qui elle parlait. Il la voulait comme un tableau rare sur son mur, belle, silencieuse et admirée de tous, mais n'appartenant qu'à lui. Ses amis furent subtilement écartés, qualifiés d'inappropriés. Son atelier devint la chambre du désordre, son talent, un charmant passe-temps. La lumière qu'il avait juré de protéger, il s'était lui-même appliqué à l'éteindre, sous le poids de l'indifférence et de l'absence. La découverte de la trahison ne s'est pas révélée dans un éclat de fureur, mais dans le silence glacial d'une notification affichant le nom Chloé sur son téléphone. Quand elle l'a confronté, la preuve à la main et le cœur en miettes, il n'a pas nié. Il l'a simplement regardée avec une froideur brutale et a dit « Ne rends pas les choses plus difficiles, Hélène. Tu as tout ce que tu veux. » À cet instant, elle a compris. Il ne voyait pas une épouse, il voyait un contrat. Cette nuit-là, seule dans l'immensité de la maison, elle n'a pas seulement pleuré, elle a planifié. Elle a contacté un avocat en secret, a mis de l'ordre dans ses finances et a reconstruit les ponts qu'il avait brûlés. Et maintenant, la voilà, riant sous les lumières de la fête. Ce n'était pas la femme brisée qu'il avait laissée à la maison, c'était l'artiste qu'il avait tenté d'effacer. La femme qu'il voyait avec Mathieu n'était pas son épouse trahie. C'était l'œuvre d'art qui s'était enfin échappée de son cadre. Le désir d'Hélène n'avait pas l'éclat de l'or ou le son des applaudissements. Ce n'était ni la vengeance, ni un nouvel amour qui ferait la une des journaux à scandale de l'élite. Son désir était silencieux, têtu et vital, comme l'air qu'on lui avait volé si longtemps.
C'était un rêve qui sentait la peinture à l'huile et la térébenthine, avec la texture d'une toile vierge sous la lumière du matin. Elle voulait seulement un petit atelier dans le cœur historique de la ville, un lieu avec de grandes fenêtres et un parquet en bois, où elle pourrait redevenir celle qu'elle était avant Antoine. Un endroit où la seule valeur d'une œuvre serait la vérité qu'elle portait, et non la signature qui suivait son nom de famille à lui. Là, dans ce salon où des fortunes se négociaient d'une poignée de main, son plus grand rêve était quelque chose que l'argent de son mari ne pouvait plus atteindre, sa propre âme. Pour tous les invités, elle était Madame Hélène Dubois, une figure décorative aux côtés d'un empire. Mais intérieurement, elle était dans un compte à rebours vers la liberté, et cette soirée était le point de départ. Chaque pas qu'elle a fait pour entrer dans ce salon était une bataille gagnée contre la voix de son mari qui résonnait encore dans son esprit. Cette voix qui, pendant des années, l'a rabaissée avec un paternalisme cruel. « Ton talent paie à peine le cadre, ma chérie », disait-il avec un sourire, comme s'il s'agissait d'une blague inoffensive. « Qui va prendre au sérieux l'art d'une mondaine? C'est un passe-temps adorable, rien de plus. » Ces mots, prononcés dans l'intimité de leur chambre luxueuse, étaient de petites morts quotidiennes pour l'artiste en elle. Le doute qu'il avait semé était un poison lent, qui lui a fait croire qu'elle n'était rien sans lui, que sa valeur était liée à son compte en banque et au statut qu'il lui conférait. La peur était sa compagne constante. Peur d'échouer, de devenir le sujet de conversation de la ville. L'ex-femme folle qui a tout abandonné pour un caprice. Mais la plus grande peur, celle qui l'a poussée à agir, était celle de se regarder dans le miroir 10 ans plus tard et de ne plus se reconnaître du tout. Et les obstacles étaient bien plus que des fantômes intérieurs. Antoine était un maître dans l'art de la cage dorée. Sa générosité était une arme de contrôle. Il était propriétaire de tout, la maison, les voitures, les comptes joints sur lesquels elle ne pouvait retirer qu'une allocation humiliante, contrôlée par un comptable qui lui rendait des comptes à lui. Le contrat de mariage, qu'elle avait signé jeune et amoureuse, était un chef-d'œuvre de cruauté juridique, conçu pour la laisser avec presque rien en cas de divorce. Il le lui rappelait chaque fois qu'elle osait être en désaccord. « Souviens-toi de qui tu étais avant moi, Hélène. N'essaie pas d'y retourner. » La toile de son pouvoir s'étendait sur toute la ville, sur tout ce salon. Chaque personne présente, d'une manière ou d'une autre, devait quelque chose à Antoine. Un emploi, un investissement, une faveur. Si elle le défiait publiquement, elle n'affronterait pas seulement un homme, mais un système qu'il avait construit pour se protéger. Elle serait isolée, ridiculisée et financièrement écrasée. C'est pourquoi son plan devait être exécuté avec la précision d'un chirurgien. Des mois de consultations secrètes avec un avocat qu'Antoine ne connaissait pas, d'économies sur le peu d'argent qu'elle parvenait à détourner, de contacts avec de vieux amis du monde de l'art qu'il méprisait. Mathieu était l'un de ces contacts. Il n'était pas une nouvelle romance. Il était un archéologue de son ancienne vie. Un ami de l'école des beaux-arts qui, contrairement aux autres, n'avait jamais été impressionné par l'empire d'Antoine. Il voyait la femme derrière le nom de famille. Quand il l'a retrouvée ce soir-là, il n'a pas vu l'épouse trahie, mais l'amie talentueuse qui avait disparu. « Ça fait du bien de te revoir sourire comme ça, Hélène », lui a-t-il dit, et la simplicité de cette phrase a été comme une armure pour elle. À ce moment-là, alors qu'elle riait d'un vieux souvenir que Mathieu lui racontait, elle l'a vu. De l'autre côté du salon, le sourire d'Antoine s'était éteint. Il la fixait et elle sentit le changement dans l'atmosphère. La guerre froide de leur mariage était sur le point de devenir publique. Le prédateur avait remarqué que sa proie n'était plus dans sa cage, et il venait dans sa direction. Hélène prit une profonde inspiration. La main de Mathieu se raffermit légèrement sur son coude en un geste de soutien, et elle se prépara. Le rêve de l'atelier dépendait du courage qu'elle aurait dans les minutes à venir. La traversée du salon par Antoine fut comme la lente approche d'une tempête. Les conversations s'estompaient à son passage, les sourires se figeaient et les gens s'écartaient, lui ouvrant un couloir comme pour le passage d'un roi ou d'un bourreau. Pour Antoine, c'était la même chose. Ses épaules étaient raides, la mâchoire serrée, et chaque pas était une promesse de représailles.
Hélène l'observa approcher, et pendant une seconde, la vieille panique menaça de lui nouer la gorge. L'envie de se recroqueviller, de s'excuser sans même savoir pourquoi, était un réflexe conditionné par des années de soumission. Mais elle jeta un regard à Mathieu, qui lui lança un regard rapide, non pas de pitié, mais de solidarité. Ce fut suffisant. Elle inspira profondément, redressa le dos et attendit. Le calme sur son visage était l'armure la plus solide qu'elle ait jamais portée. Quand Antoine s'arrêta enfin devant eux, le silence alentour était presque total. Il ne regarda pas Mathieu. Il l'ignora complètement, comme s'il faisait partie du mobilier. Ses yeux étaient rivés sur Hélène, froids et inquisiteurs. « Une belle soirée, tu ne trouves pas ?» commença-t-il, la voix dangereusement basse, un grognement de velours. J'ai décidé d'organiser une fête chez moi et, regarde-moi ça, même ma femme a décidé de se montrer. Quelle agréable surprise. Le sarcasme était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Hélène sentit les regards de dizaines de personnes sur elle. Elle garda une voix neutre. C'est une très belle fête, Antoine. En effet, continua-t-il, son regard parcourant sa robe, un bleu vibrant qu'il n'avait jamais vu. Une nouvelle robe, intéressant. Je ne me souviens pas de te l'avoir achetée. Apparemment, tu fais du shopping toute seule maintenant. Chaque mot était une accusation, une tentative de la dépeindre comme ingrate et dissimulatrice. Il voulait qu'elle se justifie, qu'elle bégaie, qu'elle montre de la culpabilité. Mais Hélène se contenta de soutenir son regard. J'aimais la couleur. La simplicité de la réponse le désarma un instant. Il s'attendait à une dispute, à une discussion à voix basse, mais il se heurta à un mur de sérénité. La fureur dans ses yeux s'intensifia. Frustré de ne pas pouvoir la briser, il se tourna enfin vers Mathieu, le toisant de haut en bas, avec un mépris calculé. « Pardonnez mon manque de manières. J'étais si surpris de voir ma femme socialiser que je n'ai pas remarqué sa compagnie. »« Antoine Dubois, » dit-il, sans tendre la main. Le message était clair. Je suis le maître de tout ici, y compris d'elle, et vous n'êtes personne. Mathieu, réalisant que la bataille appartenait à Hélène, se contenta d'hocher la tête. Mathieu, je suis un vieil ami d'Hélène. Ami, répéta Antoine comme si le mot avait un goût amer. C'est drôle. Pendant toutes ces années, Hélène n'a jamais mentionné un ami nommé Mathieu. Vous avez dû vous retrouver récemment. Le monde est petit, n'est-ce pas ? L'insinuation était évidente et venimeuse. Il l'accusait d'infidélité devant tout le monde, utilisant Mathieu comme pivot de son récit de trahison. L'humiliation était palpable. Hélène sentit son visage s'empourprer, mais la colère qu'elle ressentit n'était pas pour elle-même, mais pour Mathieu, utilisé de manière si sordide. C'est ce qui la poussa à intervenir, la voix un peu plus ferme. Nous avons étudié ensemble, Antoine, à l'école des Beaux-Arts, avant que je te rencontre. La mention de son passé, de la vie qu'elle avait avant lui, fut comme jeter de l'huile sur le feu. Pour Antoine, son histoire ne commençait que lorsqu'il entrait en scène. « Ah, la phase artiste !» se moqua-t-il. « J'avais presque oublié. Heureusement, cette phase est passée. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser... » Il fit un geste à Mathieu pour qu'il s'éloigne. J'aimerais avoir un moment seul avec ma femme. Il se tourna vers Hélène, et sa voix devint un ordre. Allons-y, nous partons. Il tendit la main pour saisir son bras, le même geste de possession qu'il avait utilisé avec Chloé plus tôt. Mais cette fois, sa main resta en suspens. Hélène ne bougea pas. Je ne vais nulle part, Antoine. Le silence qui suivit fut assourdissant. Son refus, prononcé calmement mais de manière irréfutable, était un acte de rébellion que personne n'aurait jamais attendu. Le visage d'Antoine se tordit en un masque d'incrédulité et de fureur. « Qu'est-ce que tu as dit ?» siffla-t-il, sa voix basse montant enfin en ton, attirant l'attention de tous ceux qui feignaient encore de ne pas regarder. « J'ai dit que je ne partais pas », répéta-t-elle, et cette fois, elle regarda autour d'elle, les visages choqués du public qu'il avait lui-même créé. « Tu t'amuses bien avec ton invité. Je m'amuse bien avec mon ami. C'est une fête, après tout. » La logique froide et l'audace de sa déclaration le laissèrent sans voix. Lui, qui contrôlait des conseils d'administration d'une seule phrase, était publiquement défié par la femme qu'il considérait comme une extension de sa volonté.
Tu me fais passer pour un idiot devant tout le monde, gronda-t-il, le son maintenant assez fort pour que tous entendent clairement. N'ose pas me faire honte. Et voilà l'ironie. Lui, qui était arrivé avec sa maîtresse au bras, sans aucune considération pour elle, l'accusait maintenant de lui faire honte. L'absurdité de la situation donna à Hélène une force qu'elle ne savait pas posséder. « La seule personne qui te fait honte ici, c'est toi-même, Antoine, dit-elle, la voix toujours contrôlée mais tranchante. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, nous étions au milieu d'une conversation. Ce fut le coup de grâce, le rejet complet de son autorité. Antoine resta planté là, le bras encore à moitié tendu, le visage rouge d'une rage impuissante. Il regarda autour de lui et vit ce qu'il craignait le plus. Ce n'était pas de la pitié qu'il voyait dans les yeux des gens. C'était un mélange de choc, de fascination et, chez certains, un mépris évident pour lui. Les téléphones portables, auparavant discrets, étaient maintenant plus visibles. L'humiliation qu'il avait si soigneusement planifiée pour elle avait ricoché et l'avait frappé en plein cœur, au centre de sa propre scène. Il avait perdu le contrôle du scénario et le public adorait le spectacle de sa chute. L'écho de la dernière accusation d'Antoine flotta dans l'air, dense et toxique. Il resta là, au centre du cercle de silence qu'il avait créé, haletant, attendant la validation de la foule. Il s'attendait à des murmures d'approbation, des regards de pitié dans sa direction, de condamnation pour Hélène. Mais le silence qu'il reçut en retour était différent. C'était un silence lourd, froid, le genre de silence qui précède un verdict de culpabilité. Il regarda les visages de ses amis, de ses partenaires commerciaux, et pour la première fois de sa vie, il ne vit pas de reflet de sa propre grandeur. Il vit une curiosité morbide, il vit du mépris, et pire que tout, il vit de l'indifférence. Il était devenu un spectacle, et un spectacle de mauvais goût. Hélène le laissa se consumer dans ce silence un long moment. Elle le laissa sentir le poids de centaines d'yeux le jugeant, la même sensation qu'elle avait été forcée de supporter si longtemps. Elle observa la confusion s'emparer de son expression, l'arrogance être rongée par l'incertitude. Sa colère avait été un ouragan, mais maintenant, dans l'accalmie qui suivit, il était complètement perdu. Et puis, elle parla. Sa voix n'était pas forte, mais elle trancha le silence avec la précision d'un scalpel. Elle ne parla pas avec la fureur d'une femme trahie, mais avec la clarté d'une femme qui ne ressentait plus rien d'autre qu'une froide résolution. « Tu parles d'humiliation, Antoine ?» commença-t-elle, et toutes les têtes se tournèrent dans sa direction. « Parlons d'humiliation. L'humiliation, ce n'est pas d'être confronté à la vérité. L'humiliation, c'est de passer des années à sourire dans des événements comme celui-ci, en sachant que ton mari te voit comme un article dans un bilan financier. C'est de savoir que tes rêves sont qualifiés de charmants passe-temps pour ne pas menacer son ego. L'humiliation, Antoine. » Et ici, son regard dévia une fraction de seconde vers Chloé qui se recroquevilla sous le poids de la tension. C'est d'être forcé de saluer la preuve vivante de l'infidélité de ton mari, année après année, pendant que tout le monde autour fait semblant de ne pas voir. Tu penses que tu m'as tout donné? Tu m'as donné une cage dorée et tu as appelé ça un foyer. À chaque phrase, le récit qu'Antoine avait tenté de construire s'effondrait. Il n'était pas la victime, il était l'architecte de cette prison. Il tenta de l'interrompre, balbutiant quelque chose sur l'ingratitude, mais sa voix le fit taire. « Tu parles de ce que tu m'as donné, mais qu'en est-il de ce que tu m'as pris ? Tu m'as pris ma confiance, tu as réduit ma voix au silence, et tu as tenté d'effacer la femme que j'étais pour me transformer en l'épouse que tu voulais. Tu ne m'as pas sorti de nulle part, Antoine. Tu m'as trouvé dans un endroit plein de lumière, et tu m'as traîné dans ton ombre. Mais l'obscurité ne m'a pas consumé. Elle m'a seulement appris à mieux voir qui tu es vraiment. » Antoine, maintenant blême, tenta un dernier bluff, un dernier vestige de son ancienne autorité. Il fit un pas en avant, la voix un murmure menaçant. « Ça s'arrête ici et maintenant, Hélène. Tu salis mon nom. Tu viens avec moi et nous allons régler ça à la maison. » Il espérait que la mention de la maison, de l'espace privé où il gagnait toujours, la ferait reculer. C'est alors qu'Hélène porta le coup de grâce. Un sourire triste, presque imperceptible, toucha ses lèvres.
Non, Antoine, il n'y a plus de nous pour régler quoi que ce soit. Et nous n'avons plus de maison, nous n'avons qu'une propriété en litige. Il la regarda, confus. De quoi parles-tu? Et puis vint la révélation, la bombe qu'elle avait gardée non par colère, mais par stratégie. Je dis que c'est déjà fini, et ça ne s'est pas terminé aujourd'hui dans ce salon. Ça s'est terminé il y a des mois dans ma tête et dans mon cœur. Aujourd'hui, ce n'était qu'une formalité, la communication officielle. Elle marqua une pause, laissant sa confusion s'approfondir, avant de clarifier. Mon avocat a déposé la demande de divorce ce matin. Contentieux, avec une demande de séparation de biens basée sur toutes vos activités extra-conjugales et votre violence psychologique. Un huissier de justice vous signifiera officiellement l'assignation lundi matin à votre bureau. Un soupir collectif parcourut le salon. Ce n'était plus un drame conjugal, c'était une déclaration de guerre. Le visage d'Antoine passa par une succession d'émotions, confusion, déni, et enfin une panique abjecte qu'il ne put cacher. Le prédateur, le maître de l'univers, avait été chassé et abattu sans même savoir que la saison de la chasse avait commencé. « Tu ne peux pas !» balbutia-t-il, la voix défaillante. « Tu n'en aurais pas le courage. »« Le courage ?» répondit-elle, la voix maintenant teintée de la force de quelqu'un qui a survécu à l'enfer. « Il n'a pas fallu de courage pour signer ces papiers. Il a fallu du courage pour rester à tes côtés toutes ces années, en prétendant que je ne voyais pas la pourriture derrière la façade dorée. Partir a été la chose la plus facile que j'ai jamais faite. » L'impact de ces mots fut absolu. Chloé, voyant le navire d'Antoine couler en temps réel, fit un pas en arrière, puis un autre, ses yeux de prédatrice calculant maintenant la voie de fuite la plus rapide. L'homme auquel elle s'était attachée n'était plus un pilier de pouvoir, c'était un monument en ruine. Les invités ne se cachaient plus, les téléphones enregistraient ouvertement. L'histoire de la soirée ne serait pas l'entrée triomphale d'Antoine avec sa maîtresse. Ce serait la chronique de la façon dont sa femme, la silencieuse et soumise Hélène, l'avait démantelé, pièce par pièce, avec un calme terrifiant, au centre de son propre empire. Le retournement de situation était complet. Elle n'avait pas eu besoin d'un sauveur, d'un chevalier en armure étincelante. La justice et la rédemption ne sont pas venues de l'extérieur. Elles sont venues de sa propre main, avec le trait d'un stylo sur un document légal, annoncé publiquement pour qu'il n'y ait aucune échappatoire. Elle avait retrouvé sa voix, son histoire, et, plus important encore, son pouvoir. Et Antoine resta là, exposé et vaincu, réalisant tardivement que pendant qu'il se souciait de gagner la bataille de cette nuit, Hélène avait déjà gagné la guerre. Le mot « fini » resta suspendu dans l'air, non pas comme une menace, mais comme une épitaphe. Pour Antoine, le monde qu'il connaissait, un univers qui tournait autour de sa volonté, s'arrêta de tourner. Le choc initial, le déni, la panique, tout cela se dissipa, laissant place à une terreur froide et primordiale, la terreur de l'anéantissement. Pas l'anéantissement financier, mais celui de son ego, de son image, de la fondation même sur laquelle il avait bâti son identité. Il regarda Hélène, mais il ne la voyait plus. Il voyait le reflet de son propre échec colossal. Les centaines d'invités, les téléphones, le silence accusateur, tout se transforma en un bruit blanc dans son esprit. Le sol sous ses pieds semblait avoir disparu. La fureur, qui avait si longtemps été son carburant, s'épuisa, ne laissant derrière elle qu'un vide creux et désespéré. Et dans ce vide, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis l'enfance commença à émerger. Une panique abjecte, le sentiment d'être petit, impuissant. Sa bouche s'ouvrit et se ferma, mais aucun son ne sortit. Lui, l'orateur maître, le négociateur impitoyable, était sans voix. L'armure de pouvoir et d'arrogance, forgée au cours d'une vie entière, s'était brisée en 1000 morceaux, et ce qui restait était quelque chose de pathétique et de brut. Il fit un pas chancelant en avant, la main tendue, non plus avec l'intention d'agripper, mais de supplier. « Hélène !» murmura-t-il, et sa propre voix lui parut étrange, faible. « Non, c'est un mensonge. Tu essaies juste de me faire du mal. C'est une vengeance. »
Il la regardait, les yeux écarquillés, cherchant la confirmation que ce n'était qu'un jeu cruel, une leçon qu'elle lui donnait. Mais son visage resta serein, impénétrable. C'était le calme d'un océan profond, indifférent à la tempête en surface. Ce calme le brisa. La prise de conscience qu'elle ne jouait plus son jeu, que ses sentiments, sa colère, son désespoir ne l'affectaient plus, fut la défaite finale. C'était la confirmation de son insignifiance totale et complète pour elle. Et puis, il s'effondra, pas physiquement au sol, mais émotionnellement, d'une manière bien plus dévastatrice. Les larmes qu'il avait toujours considérées comme un signe de faiblesse impardonnable jaillirent de ses yeux et commencèrent à couler sur son visage. Des larmes, non pas de remords pour ce qu'il lui avait fait, mais de pur apitoiement sur ce qu'elle lui faisait. Il attrapa son bras, la force d'avant remplacée par une poigne tremblante et désespérée. « S'il te plaît !» s'étrangla-t-il, le mot lui déchirant la gorge. « Pense à tout ce que nous avons construit, notre nom, notre position, des années. Nous avons des années d'histoire. Tu ne peux pas tout jeter en l'air à cause d'une erreur. » La mention d'une erreur pour décrire des années d'infidélité et de violence psychologique était si absurde qu'Hélène ressentit une dernière pointe, non de colère, mais de pitié. Elle regarda sa main sur son bras, son visage défiguré par les pleurs, et elle vit la vérité. Il ne l'aimait pas. Il ne l'avait jamais aimée. Il aimait ce qu'elle représentait, la stabilité, la classe, la pièce finale de sa collection de succès. Il ne perdait pas une épouse, il perdait son atout le plus précieux. Avec une douceur qu'il ne méritait pas, elle couvrit sa main de la sienne et fermement la retira de son bras. Elle ne le repoussa pas avec dégoût. Elle le libéra, comme si elle lâchait le dernier fil qui la retenait à son ancienne vie. « Ce que nous avons construit, Antoine, » demanda-t-elle, la voix douce mais inflexible. « Tu as construit un empire. J'étais la décoration sur le mur de ta salle des trophées, et les décorations peuvent être changées. L'histoire que nous avons eue n'était pas une construction, c'était une sentence, et ma peine est terminée. » Elle fit un pas en arrière, créant une distance physique qui reflétait l'abîme émotionnel entre eux. Elle le regarda une dernière fois, l'homme qui avait dominé sa vie pendant une décennie et ne vit rien d'autre qu'un étranger. Adieu, Antoine. Et puis elle se retourna, l'acte le plus simple et le plus puissant de sa vie. Elle se tourna et marcha vers Mathieu, qui l'attendait à une distance respectueuse, son visage un mélange d'inquiétude et d'admiration. Il ne dit rien. Il lui offrit simplement son bras. Quand elle l'accepta, un murmure parcourut le salon. L'image était iconique. La femme qui avait été publiquement humiliée au début de la soirée sortait maintenant, non pas comme une fugitive, mais comme une souveraine, la tête haute, laissant derrière elle la ruine de son oppresseur. La foule, qui s'était autrefois ouverte devant Antoine en signe de crainte, s'ouvrait maintenant devant Hélène, en signe de respect. Les gens baissèrent leur téléphone, comme s'ils réalisaient que la partie la plus importante de l'histoire n'était pas sa chute, mais son ascension. Leur marche jusqu'à la porte de sortie fut longue et silencieuse. Chacun de ses pas était ferme, résolu. Elle ne regarda pas en arrière. Elle n'en avait pas besoin. La caméra, l'attention de tous, resta sur Antoine. Il se retrouva seul au centre de la vaste salle, le son de la porte se refermant résonnant comme une condamnation finale. Ses pleurs avaient cessé, remplacés par un regard vide. Il regarda ses propres mains, puis les visages autour de lui, comme s'il se réveillait d'un cauchemar. Mais le cauchemar était réel, il était le sujet, il était le scandale. Et puis, il vit Chloé. Elle était près de la porte, le visage un masque de calcul froid. Leurs regards se croisèrent un instant. Il attendait un geste de soutien, un signe qu'il l'avait encore. Mais elle lui jeta simplement un regard de dédain, un regard qui disait « Tu ne me sers plus à rien ». Et, sans un mot, elle se retourna et se fondit dans la foule, disparaissant. Ce fut le coup de grâce. La femme pour qui il avait tout risqué l'abandonnait au moment de sa plus grande faiblesse. Il était complètement, absolument et irrévocablement seul. L'homme qui était arrivé comme un roi, exhibant son pouvoir, se tenait maintenant, brisé, au milieu de son propre royaume en ruine.
l'incarnation de la défaite. L'avant et l'après n'avaient jamais été aussi clairs. Il était le passé. Et elle, marchant vers la nuit au dehors, était l'avenir. La fête dans l'hôtel particulier des Dubois ne s'est pas terminée, elle s'est simplement désintégrée. Les gens ne sont pas partis, ils ont fui, comme si l'air était contaminé par l'humiliation toxique d'Antoine. Le lendemain matin, l'histoire n'était plus un chuchotement, c'était une avalanche. Les vidéos, enregistrées sous des dizaines d'angles différents, ont circulé dans les groupes de messagerie de l'élite de la ville à la vitesse d'un virus. La chute d'Antoine Dubois a été télévisée et tout le monde avait un billet au premier rang. Lui, qui pendant des années avait contrôlé le récit d'une main de fer, avait perdu le monopole de sa propre histoire. Dans les jours qui suivirent, il tenta de faire ce qu'il faisait toujours, utiliser l'argent et le pouvoir pour réparer les dégâts. Il fit appel à des avocats pour contenir la marée de ragots, engagea une équipe de gestion de crise. Mais c'était comme essayer de contenir l'océan avec ses mains. Le dommage n'était pas juridique ou financier, il était fondamental. L'image de son visage en pleurs et désespéré avait remplacé celle du magnate impitoyable. La légende avait été remplacée par l'homme, et l'homme était pathétique. Chloé fut la première à abandonner le navire en perdition. 2 jours après la fête, elle fut aperçue à l'aéroport international embarquant pour l'Europe sans billet de retour. Elle n'a pas laissé de mots. Son alliance avec Antoine était transactionnelle et son actif, son pouvoir et son statut étaient devenus poussière. Pour elle, il n'avait plus aucune valeur. La véritable ruine d'Antoine, cependant, fut plus lente et bien plus douloureuse. Le monde des affaires, qu'il pensait dominer, est un écosystème basé autant sur la réputation que sur le capital. Des partenaires internationaux commencèrent à prendre leur distance, invoquant des clauses de moralité dans leurs contrats. Des actionnaires remirent en question sa stabilité émotionnelle et sa capacité de leadership. Un homme qui perd le contrôle de manière aussi spectaculaire dans sa propre maison n'est pas digne de confiance pour diriger un empire. Il ne fit pas faillite, mais son pouvoir diminua, rongé par la méfiance. Il devint un roi exilé dans son propre château, le vaste hôtel particulier maintenant un mausolée silencieux pour son ego. Les salons qui autrefois grouillaient de gens qui le craignaient et l'admiraient ne résonnaient plus que du son de ses pas solitaires. De l'autre côté de la ville, dans un quartier qu'Antoine avait toujours qualifié de décadent, une histoire complètement différente se déroulait. Hélène, libérée du poids de son nom de femme mariée, renaissait. La procédure de divorce fut brutale, comme elle s'y attendait. Antoine se battit bec et ongles, non pas pour la récupérer, mais pour s'assurer qu'elle n'ait rien. Mais il avait sous-estimé la femme qu'il avait lui-même contribué à forger dans l'adversité. L'Hélène qui l'affronta au tribunal n'était pas la jeune ingénue qu'il avait épousée, mais une femme d'acier méticuleusement préparée par son avocat. Finalement, elle ne partit pas avec la moitié de sa fortune, mais elle partit avec assez. Assez pour son rêve. L'atelier qu'elle acheta était petit, avec des murs qui avaient besoin d'être repeints et un sol qui grinçait. Mais pour elle, c'était le palais le plus luxueux du monde. La lumière du soleil entrait par les hautes fenêtres, illuminant la poussière dans l'air, et pour Hélène, cette poussière était plus belle que l'éclat de n'importe quel diamant qu'Antoine lui avait offert. Elle se remit à peindre, d'abord avec hésitation, puis avec une passion vorace. Elle peignait la douleur, la solitude, la colère, et enfin la joie. Ses toiles étaient honnêtes, brutes et pleines de la vie qui lui avait été refusée. 6 mois plus tard, avec l'aide de Mathieu et d'autres vieux amis qui s'étaient rapprochés, elle organisa une petite exposition. Elle vendit presque tout. Ce n'était pas pour l'argent. C'était pour la validation que sa voix, la voix qu'Antoine avait tenté de réduire au silence, comptait. Mathieu n'a jamais essayé d'être son sauveur. Il a été quelque chose de bien plus important, un ami. Il l'a aidé à porter des cartons, à peindre des murs, et lui a rappelé qui elle était quand elle-même l'oubliait. Leur relation s'est épanouie lentement, construite non pas sur des promesses grandioses,
mais sur le respect mutuel et l'admiration pour la résilience de l'autre. Ils sont devenus une famille, non pas par contrat, mais par choix. La leçon finale de cette nuit fatidique ne portait pas sur la vengeance. Hélène ne voulait pas la ruine d'Antoine, elle voulait seulement sa propre paix. Leur histoire est devenue une parabole dans la ville, une leçon sur la façon dont le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle que l'on exerce sur les autres, mais dans la dignité que l'on cultive en soi. Antoine, dans sa quête de tout posséder, a fini par ne rien posséder de valeur. Hélène, en renonçant à tout ce qui était matériel, a trouvé la seule chose qui comptait vraiment, elle-même. L'incroyable histoire de résilience et de dignité d'Hélène est la preuve que la vraie force n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever. Son parcours, d'une vie dans l'ombre à la lumière de son propre art, nous rappelle que la richesse la plus précieuse que nous possédons est notre respect de nous-mêmes. Si vous, comme nous, croyez que la dignité n'a pas de prix et que chacun mérite la chance de réécrire sa propre histoire, nous voulons sentir votre énergie dans les commentaires. N'hésitez pas à écrire « Ma dignité est ma plus grande valeur ». Créons une chaîne de force et de positivité, montrant au monde que l'amour-propre n'est pas négociable et que le courage de recommencer est le plus beau super-pouvoir qui soit. Et si ce message a touché votre cœur, pensez à quelqu'un qui a peut-être besoin de l'entendre aujourd'hui, quelqu'un qui a besoin de se souvenir de son immense valeur. Partagez cette vidéo. Parfois, une histoire partagée est l'étincelle d'espoir dont quelqu'un a besoin pour trouver sa propre lumière. Et bien sûr, pour ne manquer aucune autre histoire émouvante comme celle-ci, qui nous inspire à être meilleurs, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Nous vous remercions de votre compagnie dans ce voyage. À la prochaine.